Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'actualité. Voici les titres. Le gouvernement du Premier ministre Aminata Touré reçoit sa feuille de route. C'était ce matin au Conseil des ministres. Dans ce journal, les réactions des nouveaux entrants et du chef du gouvernement. Le projet de construction d'un port à Rosso, l'ouvrage va rendre le trafic plus fluide entre le Sénégal et la Mauritanie. Les recettes estimées actuellement à 3 milliards seront boostées. Et puis le reportage du jour sur les vendeurs d'antennes artisanales, des objets qui rendent service dans les foyers. Les prix sont abordables et beaucoup de personnes y trouvent leur compte. C'était ce jeudi, le premier conseil des ministres de la rentrée gouvernementale. Le chef de l'État a défini les grandes orientations du nouveau gouvernement dirigé par le premier ministre Aminata Touré sous le signe de l'accélération de la cadence. Il s'agit aujourd'hui plus qu'avant de mettre en priorité les besoins des populations, de donner des réponses concrètes et rapides à la demande sociale. Le premier ministre Aminata Touré s'en est expliqué au micro de Pape Biram Biguendiaye. Oui, il nous a rappelé les principes républicains simples. Il a mis l'accent sur l'efficacité et la réactivité de l'équipe pour prendre en charge les besoins et les préoccupations des Sénégalais. Je crois qu'il nous a également renouvelé la recommandation d'accélérer la cadence. Donc c'est sous ce sceau-là que nous avons débuté les classes, disons, dans une ambiance de travail solennelle, bien sûr. Et il a également réaffirmé son souhait de voir l'équipe gouvernementale que j'ai le privilège de diriger être une équipe soudée et efficace. Le Premier ministre, à sa sortie du Conseil des ministres, Pape Biram Biguendiaye, a recueilli une série de réactions. À l'issue de ce Conseil des ministres de rentrée, entre priorité et action, la nouvelle équipe s'inscrit dans une dynamique de restauration de l'équilibre social avec une projection sur le développement durable. Dans un élan unanime, tous se mettent au travail pour traduire en acte la vision du chef de l'État. Nous les écoutons. Un défi à relever parce que dans un pays à vocation agricole comme le Sénégal, tout doit être mis en œuvre pour que l'agriculture soit véritablement le moteur du développement. Et pour qu'elle le soit, cette agriculture, il est indispensable que nous essayions de faire en sorte qu'on puisse mobiliser toutes les compétences de la nation, qu'on puisse utiliser de façon optimale les ressources qui sont disponibles afin que nous puissions répondre à deux questions fondamentales. La première, que faire pour reconquérir nos marchés intérieurs? Cela veut dire quoi? Que faire pour supprimer au mieux les importations de riz, les importations d'oignons, les importations de pommes de terre. C'est ce que nous appelons une reconquête des marchés intérieurs. Et il faut aussi que nous tenions compte du fait qu'on est dans un monde ouvert et qu'on essaie, en fonction de nos avantages comparatifs, de voir sur quel type de marché nous pouvons aussi nous positionner. Donc en réalité, nos défis, c'est quoi? Nous nourrir au mieux et durablement sur une base endogène, tirer profit des opportunités du commerce international et que l'agriculture soit véritablement un secteur qui génère beaucoup de revenus, mais aussi beaucoup d'emplois, particulièrement en direction des jeunes. Il est temps, on ne peut plus attendre, la population est pressée. Maintenant, en ce qui concerne l'environnement des affaires, moi je dirais tout simplement que le Sénégal actuellement est en train d'entreprendre une politique de stratégie pour la croissance. Vous savez, en matière de croissance, il faut visiter l'équation du revenu. Consommation, plus l'épargne et les investissements. Et c'est le critère d'investissement qui va nous intéresser parce qu'en fait, vous savez, les investissements doivent contribuer à la croissance. De 20%, on doit les porter à 30%. Je vais vous dire que le Sénégal, actuellement, en matière de PIB, si son poids économique est mesuré en matière de PIB, il est deuxième dans l'UEMOA, quatrième pour la CEDEAO et 17e en Afrique.
Mais constater cette importance n'est pas s'y résigner, ni se complaire dans la passivité. Il faut faire encore d'autres choses. Parce que vous savez, les investissements ne sont pas orientés dans l'industrialisation et nos produits ne sont pas encore compétitifs. C'est pourquoi ce ministère se justifie justement parce qu'en fait, il a un rôle transversal, il a un rôle de conception, un rôle de coordination, un rôle d'impulsion. Il est l'aigle de l'investissement. L'APIX a un rôle opérationnel et le ministère a un rôle d'impulsion et de conception. Vous savez, l'APIX va gérer son code d'investissement comme les télécoms, comme le code douanier aussi seront gérés par des structures opérationnelles, mais nous sommes au-dessus de tout cela. Nous devons concevoir, nous devons impulser toute la politique de stratégie en matière d'investissement. Merci. Nous avons également recueilli les réactions de certains ministres entrants. Après leur première expérience gouvernementale, ils ont été approchés à leur sortie du Conseil des ministres par notre reporter Amadou Aramtiam. Nous avons fait une séance studieuse. Le président de la République a défini les axes dans lesquels nous devons mener notre travail. Je m'engage à installer la justice dans une modernité qui va lui permettre non seulement d'assurer l'indépendance de la justice, mais aussi la mise en œuvre à tous les stades de procédure et devant tous les tribunaux et devant toutes les cours, ce que l'on appelle les droits de la défense. Mais ce qui m'est aussi important de souligner, j'insisterai sur la proximité de la justice, c'est-à-dire les maisons de justice, l'aide juridictionnelle pour permettre aux justiciables démunis de pouvoir se défendre devant les tribunaux et l'informatisation de la justice. Je remercie encore le président de la République. Déjà ce choix porté en ma personne déjà me donne une grande satisfaction. C'est une tâche que je peux dire qui est difficile, mais avec les directives déjà prises au niveau du Conseil des ministres, je pense très bien qu'en équipe, puisque j'ai un ministère qui est transversal, et en collaboration avec les agents de mon ministère, je parviendrai bien à donner de bons résultats. Nous allons veiller à mettre en œuvre les directives du chef de l'État, particulièrement la matérialisation de l'acte 3 de la décentralisation, qui est une réforme majeure du chef de l'État, qui va dans le sens de renforcer la gouvernance locale au profit des populations du Sénégal. À ce niveau, je pense que ce qui devrait être fait, c'est justement accompagner la réforme par un management du changement axé sur une communication et sur une démarche participative inclusive. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle mission dans le cadre du secteur du tourisme et également des transports aériens. Je m'emploierai au maximum à donner corps à cette vision dans le domaine du tourisme et des transports aériens, comme je l'avais fait dans un passé récent dans le domaine de l'hydraulique et de l'assainissement. Voici à présent le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni le jeudi 12 septembre 2013 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses félicitations au nouveau Premier ministre Mme Aminata Touré, à qui il a confié la mission de conduire et de coordonner l'action gouvernementale. Le chef de l'État a par ailleurs remercié le Premier ministre sortant, M. Abdoul Mbaye, pour le travail abattu. Remerciement élargi au ministre sortant. Au titre de sa communication du jour, le président de la République a essentiellement abordé la question de la méthode de travail à imprimer à l'action gouvernementale pour atteindre plus efficacement les objectifs fixés. Le chef de l'État a énuméré les priorités et urgences du moment avant d'inviter le gouvernement à faire preuve d'innovation et de réactivité dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, plus particulièrement l'emploi des jeunes. Il a insisté sur le développement des secteurs à fort potentiel comme l'agriculture, l'industrie, les télécommunications, l'habitat, les infrastructures et les travaux à forte demande de main-d'œuvre.
Le président de la République a demandé au gouvernement de s'assurer de l'opérationnalisation immédiate des nouveaux instruments de financement de l'économie tels que la Banque nationale de développement économique BNDE, le Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP et le Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS. Le chef de l'État a engagé le nouveau gouvernement à procéder sans délai à l'exécution des programmes de bourse de sécurité familiale et de couverture maladie universelle. Il a rappelé toute l'importance de la dimension sociale dans son programme de gouvernement. Au demeurant, le président de la République a aussi insisté sur l'énergie comme élément catalyseur de croissance. Il a invité le Premier ministre à faire en sorte que le gouvernement soit totalement au service des populations à travers une démarche qui privilégie l'écoute de toutes les forces vives et qui en favorise le dialogue social et l'action effective de terrain. Le président de la République a souligné le triptyque relance économique, emploi et progrès social qui doivent orienter l'action gouvernementale sur la base d'une stratégie de prospérité durable que porte le programme Yoonu Yokkute. Abordant le deuxième point de sa communication consacrée au suivi évaluation des engagements et des directives présidentielles, le chef de l'État a demandé au gouvernement de préparer un référentiel global de suivi évaluation du travail gouvernemental qui doit faire l'objet d'une revue trimestrielle par un conseil interministériel de suivi évaluation de l'action publique. Un comité stratégique de suivi des engagements de l'État sera également mis en place, a poursuivi le président de la République. Au titre de son agenda, le président de la République est revenu sur sa visite d'État qui s'est déroulée du 24 au 27 août 2013 en Namibie à l'invitation du président Hifikepunye Pohamba. Le chef de l'État a également abordé sa participation les 5 et 6 septembre 2013 au sommet du G20 à Saint-Pétersbourg en sa qualité de président du NEPAD. Il est revenu sur les thèmes contenus dans le message qu'il a délivré et qui portaient sur le poids de la dette, la formation et l'emploi des jeunes, l'énergie, l'agriculture, le financement des infrastructures et la réforme de la gouvernance économique et financière destinée à assouplir les conditions d'accès au financement du développement. Le président de la République a également informé le Conseil sur l'audience qu'il a accordée le 9 septembre 2013 à M. Jean-François Lisée, ministre québécois des Relations multinationales, de la francophonie et du commerce extérieur, en visite au Sénégal avec une forte délégation. Le chef de l'État a enfin informé le Conseil des résultats de la visite officielle que le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, vient d'effectuer dans notre pays. Durant leur entretien, les deux chefs d'État se sont accordés sur plusieurs questions d'intérêt commun: OMVS, pêche, énergie, projet du pont de Rosso et sécurité. Madame le Premier ministre, dans sa communication, a adressé à l'endroit du président de la République ses remerciements appuyés pour la confiance portée sur sa personne en la plaçant à la tête du gouvernement. Le Premier ministre a magnifié l'appel du chef de l'État à une forte dynamique de travail dans la solidarité agissante afin d'assurer au bénéfice des populations des résultats à la mesure de leurs attentes avant la fin du mandat en cours. Le Premier ministre a indiqué que dans le cadre de la préparation de sa déclaration de politique générale, elle s'emploie à identifier des objectifs stratégiques clés par secteur, réalisables et mesurables. Le Premier ministre a par ailleurs beaucoup insisté sur la réorganisation et la redynamisation de l'information publique et de la communication gouvernementale. Le Premier ministre a souligné la nécessité de la solidarité et du travail d'équipe qui devront permettre d'engager une forte dynamique de convergence dans la conceptualisation et la mise en œuvre d'importants programmes en faveur des populations les plus démunies. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté au Conseil l'état d'avancement des travaux de préparation de la prochaine rentrée scolaire. Le ministre a par ailleurs informé de la mise en place d'un comité de pilotage en vue de la tenue de la concertation nationale sur l'éducation. Le ministre de la restructuration des zones d'inondation a rendu compte au Conseil des ministres des mesures et opérations en cours pour faire face aux inondations, en particulier dans la banlieue de Dakar. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point sur l'actualité internationale en insistant sur la crise syrienne dont le dossier est pendant devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre a rassuré les pèlerins sénégalais en indiquant au Conseil que toutes les dispositions seront prises par le commissariat au pèlerinage pour assurer un bon déroulement de l'édition 2013.
Au titre des mesures individuelles, le Conseil a pris les mesures suivantes. Monsieur Mahmoud Saleh, précédemment ministre conseiller à la présidence de la République, est nommé ministre directeur du cabinet politique du président de la République. Madame Nafissatou Diop Sissé, juriste, est nommée président du conseil d'administration du Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS. Monsieur Amadou Diop, ambassadeur du Sénégal en Belgique, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire représentant de la République du Sénégal auprès de l'Union européenne. Monsieur Amadou Diop, ambassadeur du Sénégal en Belgique, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, chef de la mission auprès de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Monsieur Mamoudou Sall, ambassadeur du Sénégal en Égypte, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Isaias Afewerki, président de la République d'Érythrée avec résidence au Caire. Monsieur Mamoudou Sall, ambassadeur du Sénégal en Égypte, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Altesse royale Hachémite Abdallah II, roi de Jordanie avec résidence au Caire. Monsieur Abdoulahat Souran, ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger avec résidence à Abidjan. Monsieur Mamadou Habib Khan, diplômé en gestion des entreprises, est nommé consul général de la République du Sénégal à Jeddah en remplacement de monsieur Cheikh Gueye. L'intendant colonel Mamadou Diallo, précédemment inspecteur des affaires administratives et financières au ministère des Forces armées, est nommé attaché militaire, naval et de l'air près de l'ambassade de la République du Sénégal à Riyad en remplacement de l'intendant colonel Alioune Seck, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Madame Saoudatou Ndiaye Seck, ambassadeur du Sénégal au Gabon, est nommée cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola, avec résidence à Libreville. Capitaine de vaisseau d'Amboup, précédemment inspecteur technique au ministère des Forces armées, est nommé attaché militaire naval et de l'air près de l'ambassade de la République du Sénégal à Libreville en remplacement du capitaine de vaisseau El Hadj Thierno Seydou Nourou Kébé, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Mamadou Dia, administrateur civil principal, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement de la primature en remplacement de monsieur Ibrahima Ndiaye. Monsieur Ibrahima Ndiaye, administrateur civil principal, précédemment directeur de l'administration générale et de l'équipement de la primature, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Justice en remplacement de monsieur Mamadou Dia. Monsieur Salihou Diallo, administrateur hospitalier, précédemment directeur du Centre hospitalier national universitaire Aristide Le Dantec, est nommé directeur des établissements de santé en remplacement de Madame Maïmouna Régine Diop Diouf. Lieutenant-colonel Amadou Mokhtar Dieye, professeur titulaire des universités en pharmacologie, est nommé directeur de la pharmacie et du médicament en remplacement du professeur Amadou Diop. Monsieur Alioune Thiam, urbaniste aménagiste, est nommé directeur général du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, CETUD. Monsieur Dembanou Diallo, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, est nommé directeur général de la fonction publique en remplacement de monsieur Mohamedou Lamine Diallo, appelé à d'autres fonctions. C'était là le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi. C'était au Palais de la République. Présentation d'une méthode de travail par le président de la République, Macky Sall. La méthode va définir un cadrage prenant en compte les nouvelles priorités et les urgences du moment. Pour la conduite de l'action gouvernementale, c'est là une des mesures prises par le chef de l'État lors du premier conseil des ministres du tout nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Aminata Touré, ministre mesure rapportée à la presse par le porte-parole du gouvernement Abdoulatif Coulibaly au micro de Penambo. À cet effet, le président de la République a considéré que l'emploi des jeunes et des femmes est une priorité absolue. Et il faut que le gouvernement, il a engagé le gouvernement à mettre en place tous les mécanismes susceptibles de
donner aux jeunes des emplois et également d'opérationnaliser les mécanismes qui sont prévus pour assurer un financement efficace et cohérent de l'activité économique, en particulier la création d'emplois. Il s'agit en l'espèce de l'opérationnalisation du fonds GIP, le fonds de garantie des investissements prioritaires, du fonds 6, le fonds d'investissement souverain du Sénégal et la Banque nationale de développement économique, la BNDE. Le président de la République a invité le gouvernement à engager des actions vigoureuses pour booster les secteurs à fort potentiel de développement économique. Il a à cet égard mis en relief les potentialités qui sont offertes par l'agriculture, par l'industrie, par les télécommunications, les infrastructures en particulier. Il a demandé au gouvernement de hâter de la façon la plus optimale la distribution des bourses familiales et la mise en place du mécanisme d'assurance maladie universelle au Sénégal. Le président de la République a demandé au ministre d'être à l'écoute des populations en se constituant un gouvernement de proximité, de consulter toutes les forces vives de la nation, de favoriser le dialogue social en vue de conduire l'action politique et publique dans un cadre pacifié qui permet d'exploiter au maximum les potentialités de tous les acteurs de la vie économique nationale. Nous reviendrons plus longuement sur cette conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Ce sera dans une page spéciale à suivre après cette édition. Le khalife général des Mourides a dépêché une forte délégation auprès du chef de l'État. Délégation conduite par son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké en compagnie des deux fils aînés du khalife et de plusieurs dignitaires de la grande famille mouride. Le message du khalife Cheikh Sidi Makhtar Mbacké est axé sur la prise en charge des besoins des populations, surtout les plus démunis, en souci du social pris en compte par le chef de l'État qui a sollicité l'appui du khalife sur un appel au travail, un retour à la terre en développant l'agriculture. La paix en Casamance était aussi à l'ordre du jour. Pabiram Bigenyaï. La voix du khalife général des Mourides, à travers son porte-parole, a résonné pour la première fois au Palais de la République depuis l'arrivée du président Macky Sall à la tête du pays. Des instants de pure cordialité, un signe fort d'une parfaite entente symbolisée par ces moments de communion et de retrouvailles. Des visages familiers au chef de l'État qui entretient une relation particulièrement spirituelle et dense avec la communauté mouride et son guide, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké. Serigne Bass est venu porter un message de prière, de soutien, mais aussi à rappeler au président les recommandations que Serigne Sidi Makhtar lui avait faites aussitôt après son investiture, lorsqu'il est venu lui rendre visite à Mbacké Kadior. Il lui demande de ne mélanger aucun effort pour aider les populations les plus démunies. Le président nous a fait part de son projet très ambitieux d'autoroute qui va relier Diamniadio à Touba. Il en a fait une priorité. Une très forte délégation dépêchée à Dakar par le khalife général des Mourides et conduite par Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. L'esprit et la lettre se marient à l'espoir fondé sur le chef de l'État. De ses actes posés, Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacké y voit la volonté d'être à l'écoute d'un peuple qui attend beaucoup de son président. Entre demandes sociales et défis du développement, le président Macky Sall s'évertue à satisfaire les besoins des populations, dira le porte-parole du khalife. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké a transmis le soutien du khalife général des Mourides et formule des demandes dans un souci de mettre le citoyen au cœur de la politique économique. Le président nous a fait preuve d'une volonté de vraiment développer ce pays. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé un président qui est un modèle de droiture, qui connaît déjà son sujet. Et on a l'habitude de dire que aussi, comme
l'avait dit, la valeur d'un homme tient de ce qu'il fait avec art. On a trouvé un président qui fait ce qu'il fait avec art. Donc on est très satisfait de cette visite. Et il demande à Serigne Bass de transmettre son message au Khalife général. Et Serigne Bass sera très heureux de le transmettre au Khalife général qui n'hésitera pas à prier pour le président et pour le Sénégal. Le souci du social, l'accélération du rythme de gouvernance dans la rupture, le signe du renouveau dans une quête permanente d'un mieux-être pour les populations. C'est dans cet esprit que le chef de l'État compte relancer la machine de croissance économique. Et c'est pour atteindre cet objectif que le président Macky Sall demande le soutien du Khalife général des Mourides pour un sursaut national orienté vers le travail, une règle d'or chez les Mourides. Dans cet appel au travail, il y a un focus sur l'agriculture, moteur de notre croissance économique dans les prochaines années. Là-dessus, le chef de l'État a salué les actes posés par Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké pour accompagner sa politique agricole. Il a déjà beaucoup fait et aujourd'hui que le Sénégal s'apprête à réceptionner 1000 tracteurs, le processus de modernisation de notre agriculture prend forme. Le Khalife a promis de toujours l'accompagner dans cette volonté commune, puisque l'objectif final est de restaurer un équilibre social dans le seul but de donner une vie meilleure aux plus démunis. C'est dans ce sens que le Khalife général des Mourides a salué la politique sociale du chef de l'État avec le programme des bourses familiales. Il y a aussi ces actes posés en direction de la paix en Casamance. Touba va s'impliquer avec des prières et des appels afin que la paix tant recherchée devienne une réalité dans le sud du pays. La forte délégation venue de Touba reflète l'image de toute la grande famille mouride mobilisée aux côtés du chef de l'État pour le soutenir, l'accompagner et le pousser à atteindre son objectif de redressement économique et social du pays. En plus du porte-parole du Khalife, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a aussi dépêché ses 2 fils aînés et toute la grande cour de son khalifa. Nous reviendrons également sur les moments de cette audience en page spéciale. Après ce journal, le Sénégal et la France ont signé cet après-midi un nouveau document cadre de partenariat. C'était à la primature. Il devra durer 4 ans, entre 2013 et 2017. Le montant annuel des protocoles et conventions signés est estimé à 130 millions d'euros, soit plus de 85 milliards de francs CFA. Ibrahim Mbou. Main dans la main, le Sénégal et la France optent pour une coopération plus dynamique, intense et multiforme. La preuve par le nouveau document cadre de partenariat avec à la clé des priorités, le développement humain, la culture, le développement durable et la bonne gouvernance. Le Sénégal est un modèle. Ça ne veut pas dire que tout soit parfait. Ce n'est pas le cas chez nous. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas chez vous. Mais c'est un modèle d'alternance, c'est un modèle de démocratie, de société civile vivante. Les conventions et protocoles signés prennent aussi en compte la justice, la coopération décentralisée et la construction de collèges par le truchement de l'AFD. Un partenariat exemplaire entre 2 pays amis. Les chiffres en témoignent. La France demeure le premier partenaire financier du Sénégal. Les conventions de financement conclues avec la coopération française entre avril 2012 et juillet 2013 s'élèvent à 165,4 milliards de francs CFA. Les appuis budgétaires obtenus de la France en 2012 se sont élevés, il faut le rappeler, à 85,6 milliards de francs CFA, soit la moitié du total des appuis budgétaires que nous avons pu conclure avec les partenaires techniques et financiers qui appuient notre pays. Le document cadre de partenariat s'étale sur 4 ans, un véritable tableau de bord pour impulser une nouvelle dynamique à la coopération franco-sénégalaise. Le projet de construction d'un pont au niveau de Rosso, ce projet frontalier entre le Sénégal et la Mauritanie, va contribuer à rendre le trafic plus fluide et à accroître les recettes qui avoisinent actuellement les 3 milliards de francs CFA. C'est un reportage de Pape Bounetiao.
La densité du trafic à l'entrée de Rosso Sénégal indique que c'est un haut lieu d'échange économique, un point stratégique dans les relations bilatérales entre le Sénégal et la Mauritanie. Ici, les recettes douanières annuelles avoisinent les 3 milliards de francs CFA. Ça contribue au développement des échanges commerciaux. Vous savez que le Rosso occupe une place importante dans les échanges au niveau du transport terrestre entre le Sénégal, le Maghreb et l'Europe. Donc c'est le principal point d'entrée. Ces recettes sont en moyenne, elles tournent autour de 3 milliards 100, 3 milliards 200 au niveau de Rosso. 2 bacs assurent la circulation des personnes et des biens, 6 à 8 rotations insuffisantes selon les usagers. Des usagers qui attendent avec impatience le pont qui, disent-ils, sera d'une grande importance pour la fluidité des échanges entre les 2 pays. Nous pensons qu'avec ce projet, nous aurons la chance de trouver du boulot. Tout ce qui contribue au développement du pays, nous sommes preneurs. Nous rencontrons beaucoup de difficultés à cause des taxes. Un pont va contribuer à alléger nos souffrances. Si c'est construit ce pont-là, il y a un avantage entre les 2 pays. Je pense que c'est mieux quand même les 2 bacs-là qu'on a mis entre les 2 pays. Les longues files d'attente et autres tracasseries ne seront bientôt qu'un lointain souvenir, aussi bien pour les Sénégalais que pour les Mauritaniens. L'édifice aura aussi des enjeux économiques. Le commerce est lié au transport, est très lié. Et le transport a besoin d'une certaine fluidité pour se développer. Ça ne fera que renforcer le potentiel commercial qui est sur cet axe. Rosso Sénégal est un point d'entrée mais aussi de sortie vers le Maghreb et vers le continent européen. La construction du pont portera le symbole de la consolidation des relations entre le Sénégal et la Mauritanie, 2 pays frères, unis par l'histoire et la géographie. L'année dernière, le gouvernement avait subventionné à hauteur de 50% l'aliment de bétail pour aider les éleveurs à produire de la viande et du lait. Aussi bien en saison sèche qu'en hivernage, le ministère de l'Élevage incite les éleveurs à s'investir dans la culture fourragère. Dans le département de Ranérou, la culture du maïs, de l'arachide et du niébé fourragé a donné de bons résultats cette année. Seydina Alioune-Fall. Lumboul Daka dans le département de Ranérou. Dans cette zone, on produit du lait aussi bien en hivernage qu'en saison des pluies. Le secret est enfoui sous ces terres. Des parcelles de niébé fourragé sont cultivées ici. Cet agro-éleveur est un des pionniers de la culture fourragère dans le département. Si on nous donne les moyens, on pourra cultiver des quantités importantes d'arachide, de maïs ou de niébé fourragé. On pourra même revendre l'excédent de production. On a fait des analyses bromatologiques pour voir est-ce que ces fourrages ont des vitamines, ont des oligo-éléments, des calcium, phosphore, phosphate. Et ils ont donné d'excellents résultats. Donc on va faire des rations en viande et des rations en lait. L'objectif c'est ça, le producteur saura quelle est la meilleure semence, comment produire les fourrages à partir de cette semence de niébé fourragé, comment fausser ces semences, comment les conserver, comment rationner ces animaux. Terres et semences sont mises à la disposition des agro-éleveurs. L'année dernière, ils avaient exploité individuellement 250 m². L'expérience a été une réussite. Ils ont produit jusqu'à 7 tonnes à l'hectare. Cette année, ils ne se sont pas fait prier. Certains ont même demandé jusqu'à 1 hectare pour cultiver le maïs, l'arachide ou le niébé fourragé. On a poussé cette année pour donner à ces mêmes éleveurs des parcelles de 1 hectare à 3 hectares. L'objectif c'est quoi? C'est de leur permettre de produire, de faire une grande production, parce qu'on sait que les niébés donnent plus qu'on en pensait même. Parce que 4 à 7 tonnes à l'hectare c'est beaucoup. Donc si tu fais 1 hectare, si tu fais 5 hectares, tu peux assurer même pendant 4 mois la complémentation de 30 bovins.
L'aliment bétail coûte relativement cher. Pour les éleveurs, en acheter à grande quantité peut devenir intenable, raison pour laquelle le ministère de l'Élevage encourage les agro-éleveurs à s'intéresser aux cultures fourragères. Cela permettra entre autres d'avoir une bonne production laitière durant toute l'année. Vers la création de bureaux d'information sur le crédit dans la zone UEMOA, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la Société financière internationale ont procédé ce matin à la signature d'un protocole d'accord de coopération. L'objectif est de fournir des informations pour faciliter l'accès au crédit à Ramdao. Le constat est que dans la zone UEMOA, l'accès au crédit est très difficile. Des chiffres comparatifs l'explicitent. Au 31 décembre 2012, les crédits bancaires ne représentaient que 21% du PIB dans l'Union. Pendant ce temps, le Nigeria en est à 36%, le Maroc 103%, l'Afrique du Sud 182%. La faiblesse de l'épargne dans la zone UEMOA peut expliquer cette situation. Mais c'est surtout un déficit d'information entre prêteurs et emprunteurs qui est relevé. Ce déficit d'information est principalement imputable à l'indisponibilité de données fiables sur la solvabilité des emprunteurs, ne permettant pas aux prêteurs de procéder à une évaluation adéquate des risques devant fonder leurs décisions. L'avènement des bureaux d'information sur le crédit devrait permettre d'atténuer sensiblement cette insuffisance. Ces bureaux d'information sont présentés comme l'une des solutions les plus simples et les plus efficaces pour accroître l'accès au crédit. La Société financière internationale va appuyer la BCEAO à les promouvoir dans toute la zone. Nous sommes très honorés de mettre notre expérience et l'expertise de notre organisation à la disposition de la BCEAO. Ces crédits de bureau, donc, vont permettre concrètement de fournir des informations et des profils de paiement des personnes dans le système bancaire actuellement, et ils ne sont que 7% de la population, mais surtout intégrer ceux qui ne sont pas dans le système financier. D'après les estimations, les acceptations de crédit devraient beaucoup augmenter, 60 000 par an au minimum, ce grâce aux informations que ces bureaux vont collecter. L'information peut venir des banques, pour ceux qui sont en banque. L'information peut venir aussi des grands facturés. La plupart d'entre nous payent soit une facture d'électricité, soit une facture de téléphone, soit une facture d'eau. Le fait que vous soyez un bon payeur de vos factures d'eau ou de vos factures d'électricité donne une indication sur votre solvabilité. Le Conseil des ministres de l'UEMOA a déjà adopté le texte régissant le cadre juridique de ces bureaux. Ils seront autonomes et c'est à la suite d'un appel d'offres que l'installation se fera. 25 chefs d'entreprise hollandais en quête de partenariat effectuent une mission économique au Sénégal. Ils ont rencontré les responsables de l'APEX et les chefs d'entreprise sénégalais. C'était au cours d'une séance de travail présidée par Alioune Sarr, le ministre du Commerce et de l'Entrepreneuriat, compte rendu Alassane Diédhiou. Grâce à son environnement des affaires attrayant, notre pays intéresse de plus en plus les investisseurs étrangers. Après les hommes d'affaires du Québec, c'est au tour des investisseurs hollandais de venir à la rencontre des partenaires sénégalais. Le Sénégal, en fait, grâce à sa bonne gouvernance, à sa démocratie, est un pays qui est attractif pour des entrepreneurs néerlandais qui viennent ici, bien sûr, pour gagner de l'argent, pour trouver des partenaires, mais aussi pour investir. Dans un contexte de consolidation du processus de croissance, les IDE, les investissements directs étrangers, on le sait, constituent un agrégat macroéconomique majeur qu'il convient de prendre en compte dans l'élaboration des politiques publiques. C'est là les autorités sénégalaises l'ont bien compris. Le Sénégal exporte près de 12 milliards de francs vers les Pays-Bas et importe près de 79 milliards de francs. Donc les Pays-Bas est un partenaire extrêmement important sur le plan économique. Vous savez que certains denrées de première nécessité sont aujourd'hui importés de ce pays. Il était important de venir témoigner cette marque d'amitié et de fidélité entre le peuple néerlandais et le peuple du Sénégal, mais également dire à nos partenaires néerlandais que le Sénégal est ouvert pour les accueillir. Les paris sont donc ouverts pour les chefs d'entreprise sénégalais et porteurs de projets en quête de partenariat.
Pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens, la police et la gendarmerie doivent travailler en parfaite synergie. C'est le sentiment du directeur général de la police. L'inspecteur général Anna Sémou Faye était l'hôte du haut commandant de la gendarmerie nationale, Louis-Philippe Sagna. C'est une suite logique. Après sa prise de commandement, il est question pour Anna Sémou Faye de rencontrer les différents collaborateurs avec lesquels elle assume les mêmes missions. Je suis venu ici, donc avec mes collaborateurs, pour magnifier la belle collaboration qui a toujours existé et qui continuera d'exister entre la grande institution qu'est la gendarmerie nationale et la grande institution qu'est la police nationale. Nous sommes honorés de recevoir ici ce matin à l'état-major les hauts cadres de la police nationale autour de la directrice générale. Vous savez, la police et la gendarmerie, c'est les deux faces d'une même pièce. Comme il vient de le dire, nous sommes en charge de la sécurité de nos concitoyens. Seule la sécurité des personnes et des biens préoccupe les deux corps. Pour les deux patrons de ces institutions, la synergie des actions est indispensable. La collaboration entre nos grandes institutions date de très longtemps. Elle se poursuit, elle se poursuivra, elle se manifeste à travers ces dispositifs de sécurisation que vous avez pu remarquer en ville. Elle se manifeste aussi à travers d'autres activités que nous menons ensemble. C'est cette image qu'on doit donner aux Sénégalais, c'est cette image qu'on doit donner aux populations, c'est cette image qu'on doit donner à nos autorités. L'image d'unité au sommet et d'unité au niveau local. Cette rencontre a permis de renouveler l'engagement sans faille, de renforcer les moyens pour assurer la quiétude des populations. C'est la période des vacances, mais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, certains étudiants n'ont pas encore plié bagages. Ils attendent le démarrage des examens. C'est le cas des étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines qui sont actuellement en pleine révision. Seydina Alunfal. Nous sommes dans le bois sacré, comme on l'appelle ici, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des étudiants en pleine révision se sont isolés ici. Ceux des autres facultés ont terminé leurs examens, mais ces étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines n'ont pas encore démarré leurs épreuves. Cela va permettre aux étudiants de souffler un peu pour encore revenir en forme pour les révisions et ensuite, à la date échue, de préparer leur examen. On est en période de vacances. Il y a des étudiants qui viennent de loin. Le retardement des examens, ça n'arrange pas les étudiants. Ce que ces étudiants ignorent, c'est qu'avec le système LMD, les données ont changé. Avant, le référentiel, c'était l'année. Les étudiants faisaient les cours jusqu'à la fin de l'année. En juin-juillet, on faisait des évaluations et on proclamait les résultats. Tous les étudiants et les enseignants partaient en vacances et on revenait en octobre pour faire ce qu'on appelait la session d'octobre. Les étudiants auront certes des vacances, mais le démarrage de ces vacances repose sur l'avancée des enseignements dans les différentes facultés. Si je peux vous donner l'exemple de la faculté des sciences, et peut-être c'est aussi l'exemple de toutes les facultés, le premier semestre, les examens ont été effectués au mois de mai-juin, dans toutes les facultés. Et les délibérations se poursuivent, les résultats vont être proclamés. Certaines facultés ont préféré engager le deuxième semestre, terminer le deuxième semestre. Donc, ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, c'est le cas de la faculté des lettres qui va travailler jusqu'au 15 septembre et qui va commencer ses évaluations à partir du 17 septembre. La pléthore d'étudiants et le nombre élevé de copies à corriger sont en partie à l'origine du retard du démarrage des examens à la faculté des lettres et sciences humaines. En fac de lettres, nous sommes aux environs d'une trentaine de mille d'étudiants. 30 000 étudiants. Si chaque étudiant devrait faire 3 disciplines par semestre, donc 3 disciplines par semestre, ça vous fait 6 disciplines sur l'ensemble des 2 semestres. Et tout cela, mais pour une poignée d'enseignants à
stabilité, mais c'est quand même inacceptable. On lit, on relit à la faculté des lettres et sciences humaines en attendant le démarrage des examens prévus le 17 septembre prochain. Allez, on quitte l'université pour le niveau inférieur au moment où la plupart des élèves sont en vacances. Certains parmi eux sont en cours de vacances. Un tour dans quelques écoles publiques et privées de Dakar a permis de constater la